Frédéric Socher, donc Fac Off, un livre, un premier roman. Vous avez publié de nombreux livres sur le cinéma, mais c'est votre premier roman aux éditions Léo Cher. Fac Off, donc fac comme faculté, off comme backstage, un univers que vous connaissez bien puisque vous êtes vous-même prof de fac à Panthéon, à Paris 1, à Panthéon Sorbonne. Pourquoi avoir choisi d'abord la forme du roman? Alors, je tiens beaucoup à la fiction, parce que la fiction permet de raconter une histoire. Et je voulais surtout pas faire un essai ou un livre de sociologie, même si ça peut être très intéressant de faire des essais sur l'université, mais prendre le lecteur, comme, puisque je suis réalisateur, je suis professeur de cinéma en fait, et donc ma passion c'est le cinéma, et je pense que c'est très important de pouvoir lancer une intrigue avec des personnages, et donc évidemment je m'inspire de ce que je connais, puisque je suis professeur des universités, mais à partir de là, j'invente une histoire et avec plein de rebondissements, mais qui permettent ces rebondissements, j'espère en tout cas, de comprendre comment fonctionne l'université et à la fois du point de vue de l'enseignant que je suis, mais aussi du point de vue des étudiants. C'est cette rencontre intergénérationnelle et je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a des vraies questions qui se posent sur ce que la nouvelle génération appelle l'ancien monde auquel j'appartiens et sur la nouvelle génération qui a plein de nouvelles idées, plein de nouvelles aspirations, plein de questions notamment en termes d'identité qui sont au cœur de débats au sein de l'université aujourd'hui. Et donc le fait de pouvoir en parler par le biais d'un roman permet aussi de poser plein de questions sur notre société. Et je pense que si le livre pourrait être adapté au cinéma, il ne faudrait surtout pas l'adapter sous forme de documentaire, mais sous forme de fiction, justement pour garder cette part de romanesque. Alors, les personnages, parlons-en des personnages. On va déjà parler du narrateur. Narrateur qui vient de province, avec un père aussi à Montpellier, hein, pour situer la région et l'université. Un père, lui aussi, prof de fac. Et bon, le fiston qui va monter à Paris. Alors là, il y a une forme de consécration pour le père provincial un peu frustré, lui. Alors, il y a, je pense, alors, il se trouve que moi, je suis belge, et donc j'ai aussi un peu un regard parfois décalé sur les choses, et je pense que ce qui fait à la fois la force, peut-être, mais aussi qui a un écueil en France, c'est le très grand centralisme. Et le centralisme, il existe dans le cinéma, donc je suis réalisateur, j'essaie de faire des films, et la plupart des sources de financement, il y a de l'aide en région, fort heureusement, mais il y a quand même le maximum d'aides qui sont centralisées sur Paris, et pareil, il y a une sorte de hiérarchie inconsciente que je dénonce dans le livre d'ailleurs sur le fait qu'une université parisienne serait par essence euh, d'un plus grand intérêt scientifique que ce qui peut exister en région, ce qui est totalement faux. Mais par contre, mes personnages, effectivement, sont traversés par ce genre de questions qui se posent aussi en termes de carrière, car très peu de personnes savent comment on est nommé à l'université. Donc, à travers le roman, à travers les personnages, j'essaye de raconter comment on devient universitaire, comment on passe une thèse de doctorat, comment on essaye d'avoir un premier poste. Et c'est un véritable parcours de combattant, ça c'est objectif de le dire. Là, pour le coup, il y a un aspect documentaire, et documenté en tout cas, et avec la dichotomie, est-ce qu'il faut être nommé à Paris ou en province? Il y a beaucoup plus de candidats en général pour un poste quand il s'ouvre dans une université parisienne, et donc avec cette compétition qui existe entre les universités. Et je parle aussi, c'est très important pour moi, de la compétition qui existe aujourd'hui, plus que par le passé, entre l'enseignement supérieur public et les écoles privées. Et donc là, le livre pose aussi des questions sur la politique gouvernementale actuelle. Alors effectivement, vous balayez à travers justement le narrateur, à travers le personnage principal, toute sa carrière, parce que le livre débute, il a 20 ans, vous le terminez, il a 50 ans. C'est à la fois une vie professionnelle d'universitaire, mais une vie personnelle aussi, qui finalement tourne autour et avec des personnages de l'université, parce que sa vie sentimentale ou personnelle tourne dans cet univers-là, univers impitoyable, hein, pour paraphraser une série télé bien connue. Mais la fac, ça donne pas vraiment envie. Vous dites, on se pose des questions, comment postuler, comment devenir prof de fac ou conférencier. Ça donne pas trop envie quand on a lu le bouquin. L'idée n'est pas de donner envie, l'idée c'est, j'espère, d'avoir un regard décalé, humoristique,
en parcourant effectivement plusieurs décennies, parce que c'était pas tout à fait pareil l'université au moment où le récit commence, c'est-à-dire dans les années 90 et aujourd'hui, mais aussi en, en interrogeant le fonctionnement et les dysfonctionnements qui peuvent exister au sein de l'université. Et ces dysfonctionnements, ils sont nombreux. Alors, je suis un peu comme je me positionnerais un peu comme un amoureux de l'enseignement au sens large, car je pense que c'est très important, la question de la transmission. Et donc, il ne s'agit pas de dire que l'université, de critiquer l'université pour la critiquer, mais je pense que qui aime bien châtie bien, et qu'il faut avoir la force de critiquer le milieu auquel on appartient, et ce qu'on retrouve dans ce milieu, entre autres, mais je le trouve aussi dans le monde du cinéma d'une manière différente, c'est la question de l'entre-soi. Et donc, comment on arrive à sortir des conformismes académiques et comment on arrive à se construire une carrière sans perdre son âme au passage et avec effectivement la question de la vie privée. Car peu de personnes le savent quand elles ne font pas partie du monde de l'université, mais très souvent, on n'a pas un poste dans sa ville d'origine, dans son université d'origine, et donc on doit se déplacer ailleurs en France. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si on a un compagnon, une compagne, une famille? Est-ce qu'elle peut ou est-ce qu'il peut suivre? Et donc, il y a souvent des grands sacrifices qui sont demandés dans le domaine privé aux universitaires. Et donc, il y a aussi cette manière de composer entre sa vie professionnelle et sa vie privée, sa vie familiale, qui se pose de surcroît aujourd'hui avec le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et Dieu merci, il faut se battre pour ce combat et que pour les femmes aient évidemment les mêmes droits que les hommes. Mais s'il y a deux personnes qui chacune veut faire carrière et qu'elles ne sont pas dans la même ville, évidemment, ça peut poser des questions sur leur vie privée, comment elle va évoluer dans ce cadre. Vous donnez plus ou moins, à travers ce roman, un peu des clés justement pour survivre dans ce monde qui pourrait sembler, vu de l'extérieur, un peu hostile. Oui, c'est vraiment ça. On pourrait résumer ma démarche comme comment survivre en milieu hostile, mais avec aussi toute une galerie de personnages, des personnages qui sont de différentes générations, parce qu'il y a aussi tout l'aspect du militantisme étudiant. Donc, il y a toujours, depuis que je suis à l'université aussi, cette idée de la jeunesse qui veut participer aux combats sociétaux, qui veut participer à la politique. Et je trouve que c'est un côté très revigorant, quoi qu'on pense de ce que disent et font les étudiants, d'avoir génération après génération, heureusement, la flamme de l'insoumission qui se poursuit. Alors, il vous parlez des personnages, effectivement, il y en a. Alors, tous sont. Alors, il a un mentor, hein, le narrateur, un mentor que l'on a surnommé Le Pen. On pourra peut-être expliquer, vous pourrez peut-être expliquer pourquoi. Mais il y a d'autres personnages qui ont des surnoms aussi très colorés. Nosferatu, Barbe-en-Collier, j'ai noté Tête d'Épingle, Tartuffe, Le Florentin. Alors ça, c'est les profs, hein, et les profs entre profs, hein. Il suffit de voir ces surnoms, de les énumérer pour voir à quel point il y a un côté romanesque et comme, en tout cas, que ce sont des personnages hauts en couleur. Alors, il y a des personnages complètement obsessionnels, par exemple, dans ces enseignants, l'un des enseignants, par exemple, répète ses cours chez lui devant la glace en chronométrant pour être bien certain qu'il ne va pas dépasser le temps imparti. Et puis, il y a aussi des enseignants qui sont carriéristes, qui veulent absolument monter les grades des échelons, car il y a des échelons, il y a toute une hiérarchie qu'on connaît mal aussi dans le monde universitaire. Quand on est étudiant, on ne sait pas si la personne qui donne cours est juste chargée de cours ou si c'est quelqu'un qui a un poste de titulaire. Et en fait, les statuts sont très différents selon les cas. Et évidemment, le Graal, c'est d'avoir un poste de titulaire, de devenir fonctionnaire, de devenir maître de conférence. Et donc, il y a toute une série de combats, de luttes intestines qui existent. Alors, parfois, pour la meilleure des raisons du monde, par exemple, pour des raisons scientifiques, on essaye de nommer la personne qui a la plus de qualité, parce que c'est aussi ça, un universitaire, c'est quelqu'un qui enseigne, mais qui aussi fait de la recherche. Et donc, il y a tout le domaine scientifique, tout cet aspect-là. Et parfois, pour des questions plus humaines, humain trop humain, évidemment, l'université n'échappe pas aux querelles d'ego.
Alors, il y a les relations entre profs, qui sont pas toujours faciles. Il y a les relations aussi entre les profs et les étudiants, je dirais les étudiantes même aussi. Là aussi, bon, je dirais, c'est le reflet, la faculté, comme beaucoup d'endroits d'ailleurs, de la société. Oui, alors j'ai vu, alors là je sors du roman, mais je parle de mon propre parcours personnel qui n'est pas à confondre avec le roman, mais j'ai vu fort heureusement les choses évoluer. Et aujourd'hui, je pense que toute la mobilisation justement pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour lutter contre les abus de pouvoir est quelque chose qui évidemment existe dans le domaine du cinéma, on en parle beaucoup, mais qui existe aussi dans d'autres lieux, comme entre autres l'université. Et donc, il me semblait important de ne pas passer à côté de cette question-là, du rapport entre étudiants et enseignants et des rapports de pouvoir qui peuvent exister entre eux. Et donc, effectivement, il y a des personnages aussi créés, notamment dans des relations entre étudiantes et un enseignant. Alors, il y a une petite histoire, le lecteur la découvrira dans le livre, ce qui est amusant, ce qui est drôle, parce que le livre est drôle hein, également aussi, avec une étudiante ukrainienne et qui doit avoir un accent un peu particulier, puisqu'elle va demander quelque chose au professeur, au narrateur en particulier, qui pourrait être un peu ambigu, du moins qu'il interprète de façon ambiguë, et on s'apercevra que hélas, pas du tout. C'était pas ce qu'il pensait, mais voilà, comme ça Hélas ou existe. pas. Hélas ou pas, Hélas ou hélas pas. ou pas. Alors, il y a aussi un autre univers dans l'université, que vous décrivez, parce que vous décrivez vraiment l'ensemble. C'est ce que moi je vais appeler les petites mains, c'est-à-dire les secrétaires. Alors, il y en a une que vous avez surnommée, ou qui est surnommée Clopinette, a l'air d'être un personnage complètement particulier et puis investi. Et puis, les gardiens qui tournent dans les loges et qui finalement connaissent tout de tout le monde, aussi bien des profs que des élèves. Ça aussi, c'est ce qui fait tourner la machine. Bien sûr, et donc je voulais rendre hommage, alors toujours sous forme romanesque, en créant des personnages, euh, à tous ces personnes qui travaillent dans l'université, qui ne sont pas enseignants, mais qui sont dans le domaine administratif, qui sont très très mal rémunérés et qui sont souvent beaucoup plus investis qu'on ne le pense et qui donc sont là tous les jours à travailler et à être à l'écoute à la fois des étudiants et des enseignants, et y compris les gardiens à l'entrée qui ont un rôle, je pense, de lien social très important. Et donc, je pensais que c'était important d'aborder tous ces aspects de l'université et grâce à la fiction, de pouvoir voir comment il y a des interactions aussi entre ces personnages. Alors, si je prends quelques mots de la quatrième de couverture, la mécanique assassine du monde académique, l'université tue, je suppose que vous êtes d'accord avec ça? Ben, en tout cas, c'est les vertus de la fiction, c'est que dans le livre, il y aura plusieurs morts. Et donc, Oui. évidemment, je n'ai pas vécu cela dans ma vraie vie, mais c'est les frères Dardenne qui m'inspirent. Je le dis dans l'introduction, c'est-à-dire que les frères Dardenne, au début, ont commencé comme cinéastes à faire des documentaires et ont poursuivi à faire de la fiction. En faisant de la fiction, on leur a demandé pourquoi. Eh bien, parce qu'en faisant de la fiction, on peut filmer quelqu'un en train de mourir, ce qui ne serait pas possible dans le cas d'un documentaire. En tout cas, ça poserait des questions éthiques. Et donc, effectivement, l'université tue sur le plan métaphorique, parce que parfois ça peut tuer des vocations, ça peut tuer des carrières, ça peut poser des questions sur les rapports entre générations, mais dans le livre, elle tue vraiment, puisqu'il y a aussi cette intrigue qui existe dans le récit. Merci Frédéric Socher. Donc, je rappelle le titre de ce livre, Fac Off, aux éditions Léo Cher. Et pour que vous soyez prof ou pas prof, ou tout simplement élève ou curieux, eh bien, vous verrez sans doute la fac d'un autre œil après la lecture de ce roman, dans lequel vous vous amuserez beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous.